Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du vendredi 25 octobre avec vous Iman El Aad et Chérif Boussela. Bonsoir Chérif. Bonsoir Iman. On commence tout de suite notre journal avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi regagne le Caire à la suite de la participation au sommet des BRICS à Kazan en Russie. Poursuite de l'agression israélienne contre les civils palestiniens à la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie israélienne appelle à la communauté internationale à l'accédant effort afin de trouver la solution politique à la crise du Liban. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire à la suite de sa participation au sommet des BRICS à Kazan en Russie. Dans son allocution au sommet des BRICS, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte était à la tête des pays qui avaient accordé une grande importance à la coopération entre les pays en développement et les pays du Sud. Le président Sisi a ajouté que les développements en cours nécessitaient la coordination des efforts en vue de réduire l'escalade au Proche-Orient. Les détails dans ce commentaire. La réunion d'aujourd'hui vient dans un contexte mondial délicat qui est témoin de vagues, de défis et de crises complexes qui mettent en cause la crédibilité d'un système international multilatéral et qui a comme trait principal la montée des conflits protectionnistes et des politiques unilatérales. C'est ce qu'a annoncé le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État égyptien a expliqué avec toutes les divisions que le monde connaît, l'Égypte croit fermement que les pays en développement doivent s'unir et renforcer leur coopération. C'est l'un des meilleurs moyens de faire face aux défis actuels. El-Sisi a également insisté sur la nécessité d'optimiser l'utilisation des banques de développement multilatérales pour faciliter l'accès des pays en développement à des financements avantageux, notamment pour les projets climatiques. La nouvelle banque de développement, initialement nommée Banque de développement des BRICS, est une institution financière internationale fondée en 2014 par les pays des BRICS dans le but de constituer une alternative aux institutions financières internationales établies telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il a également souligné la nécessité de maintenir la coopération et la concertation entre les pays en développement afin de préserver l'efficacité du système international multilatéral et de faire face collectivement aux tentatives d'imposer des politiques unilatérales qui nuisent à nos intérêts communs. Il a conclu que l'Égypte est pleinement engagée à travailler en étroite collaboration avec les pays du groupe des BRICS et les pays du Sud pour atteindre nos objectifs communs. Une source égyptienne a souligné qu'une délégation sécuritaire de haut niveau avait passé en revue avec une délégation des responsables du mouvement Hamas les derniers développements sur le terrain dans le secteur de Gaza. Il a ajouté que les discussions entre les deux côtés ont aussi porté sur les moyens de surmonter les obstacles qui empêchent les tentatives d'apaisement à la bande de Gaza. Israël a annoncé hier l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages. Le Hamas se disant ouvert à des pourparlers sur un cessez-le-feu dans le territoire palestinien dévasté par plus d'un an de guerre. Plus de détails dans ce commentaire. Après des discussions au Caire entre des responsables égyptiens et une délégation du Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va envoyer au Qatar son responsable du renseignement extérieur, David Barnea, selon son bureau. M. Barnea doit rencontrer dimanche le chef de la CIA, Bill Burns, et le premier ministre qatari pour discuter des différentes options pour reprendre les négociations sur la libération des otages. Le numéro 1 du Mossad s'est déjà entretenu avec de hauts responsables égyptiens dans le cadre des efforts pour un retour des négociations
négociations et pour un cessez-le-feu. Dans le centre de Gaza, au moins 17 personnes ont été tuées hier dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés à Nusayrat. Le Hamas se montre prêt à un arrêt des hostilités mais exige d'Israël un engagement à un cessez-le-feu, un retrait de la bande de Gaza et un accord sérieux pour un échange des otages israéliens enlevés le 7 octobre et retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces conditions, présentées lors de précédentes négociations indirectes, avaient été rejetées par Israël. Les dernières négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu à Gaza associé à une libération d'otages avaient eu lieu en août et s'étaient soldées par un échec comme de nombreuses tentatives précédentes. Les nouvelles négociations interviennent après la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar, tué par Israël le 16 octobre à Gaza, et alors qu'Israël escalade la guerre contre les Palestiniens à Gaza et le Hezbollah au Liban. Les forces de l'occupation israélienne ont installé un poste de contrôle militaire au nord-ouest de Ramallah. Selon l'agence de presse palestinienne, les Israéliens ont arrêté nombre de Palestiniens dans des régions différentes en Cisjordanie occupée. Les forces de l'occupation ont par ailleurs pris d'assaut la ville d'Al-Zahariya au sud d'Hébron et ont effectué une perquisition nombre de maisons. Les forces israéliennes ont accentué les mesures militaires à l'entrée des villes et des camps de réfugiés à Hébron, aux alentours de la mosquée d'Al-Ibrahimi. Elles ont également arrêté 65 Palestiniens dans la ville d'Al-Anta et à l'est de Jérusalem occupée. Et plusieurs frappes israéliennes ont visé tard hier soir des secteurs de la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah libanais, après un appel à évacuer de l'armée israélienne. L'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe sur un poste frontière entre le Liban et la Syrie, affirmant qu'il était utilisé par le Hezbollah libanais pour faire passer des armes dans le pays. Voici les détails. Plusieurs frappes israéliennes ont visé tard jeudi des secteurs dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah libanais, selon des images de l'AFP-TV, de l'Agence nationale d'information libanaise ANI, après un appel à évacuer de l'armée israélienne. Après les frappes successives, des images ont montré d'épaisses volutes de fumée noire s'élever au-dessus de différents secteurs de la banlieue sud. L'armée israélienne avait appelé jeudi les habitants de 4 zones à évacuer immédiatement leur logement avant de mener de nouvelles frappes contre le groupe libanais Hezbollah. Après un an de guerre dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a déplacé le cœur de ses opérations vers le Liban, où elle mène depuis le 23 septembre des frappes aériennes visant principalement les bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth. Jeudi, durant la journée, au moins 12 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur 2 villages dans l'est du Liban, selon le ministère de la Santé libanais. Ces bombardements surviennent au lendemain d'une série de violents raids israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth, où 6 immeubles ont été rasés, selon les médias officiels. Au moins 1580 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, d'après un décompte basé sur des données officielles. Au Liban, 3 journalistes ont été tués et d'autres blessés lors d'un raid israélien qui a eu lieu aujourd'hui à l'aube. Le raid a visé leur résidence dans la ville de Hassabeya, au sud du Liban. Le ministre libanais des médias a pour sa part décrit ce raid étant un crime de guerre, soulignant que le raid a visé le siège des équipes de journalistes directement et délibérément. Le comité pour la protection des journalistes a déclaré que les enquêtes préliminaires effectuées jusqu'au 24 octobre ont confirmé que 128 journalistes et des fonctionnaires au secteur des médias ont été tués depuis le début de la guerre de Gaza.
La radio militaire israélienne a déclaré que 24 soldats avaient été blessés, dont 4 dans un état grave. Ceci a eu lieu lors d'un bombardement par le Hezbollah d'un bâtiment dans lequel il se trouvait dans le sud du Liban. D'autre part, l'armée de l'occupation a annoncé la mort de 5 de ses soldats dans des combats au sud du Liban, portant le bilan à 10 soldats tués en 24 heures. L'armée de l'occupation a déclaré dans un communiqué que les 5 éléments ont été tués dans des combats au sud du pays. Le ministre des Travaux publics, Ali Hami, a annoncé qu'un deuxième poste frontière entre le Liban et la Syrie devient hors service suite à un raid israélien ce matin visant le côté syrien de la frontière avec l'est du Liban. Il s'agit de la fermeture du deuxième passage sur un total de 3 autres passages principaux. Le raid a arrêté le passage devant le mouvement de voitures et des camions, ne laissant qu'un seul passage en service entre les deux pays. L'armée de l'occupation israélienne avait déjà visé hier la région de l'Est du Liban, ce qui a provoqué la fermeture du principal passage frontalier entre le Liban et la Syrie. Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé la communauté internationale à accélérer les efforts afin de trouver une solution politique à la crise au Liban. Dans ce contexte, M. Borrell a souligné qu'une course contre la montre a été engagée pour trouver une issue à la guerre au Liban et éviter un embrasement généralisé, affirmant qu'aucune solution ne sera acquise sans le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. L'autorité de diffusion publique israélienne a confirmé que Tel Aviv a approuvé des plans militaires visant à attaquer l'Iran. Elle a déclaré que l'armée israélienne de l'air continue de se préparer ces derniers jours pour une attaque contre l'Iran, soulignant que les hauts dirigeants de l'armée israélienne attendaient le feu vert. Elle a également noté que les plans avaient reçu l'approbation du chef d'état-major de l'armée, Herzi Halvi, et du ministre de la Défense, Yoav Gallant, considérant que la question était désormais une question de décision. L'Ukraine a affirmé que des soldats nord-coréens avaient été déployés dans la région russe de Koursk, où les troupes ukrainiennes contrôlent des centaines de kilomètres carrés. Les Occidentaux craignant que leur participation au combat n'entraîne une escalade majeure dans la guerre. Ces affirmations interviennent alors que les députés russes ont voté plus tôt dans la journée, à l'unanimité, la ratification du traité sur le partenariat stratégique global avec la Corée du Nord qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression armée de la part d'un pays tiers. Interrogé sur le sujet, le président russe Vladimir Poutine, qui a entrepris depuis 2022 un rapprochement diplomatique et militaire accéléré avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un, a évité de répondre directement, préférant initialement critiquer le rôle des Occidentaux en Ukraine depuis 2014. Passons au volet sportif. Al Ahly s'offre une 15e Super Coupe d'Égypte après une victoire époustouflante contre son rival Zamalek. Au terme d'un match haletant hier soir à Abu Dhabi, les Diables Rouges ont battu les Chevaliers Blancs 7-6 à l'issue d'une séance de tir au but après un score nul et vierge en temps réglementaire. Plus de détails dans ce commentaire. C'était la fin de notre journal. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. À tout à l'heure.